Bonjour Yann, bonjour à tous et merci de nous faire intervenir sur ce lien en particulier entre l'ODD 6 et l'ODD 17 qui est vraiment un enjeu. Vous verrez, on a un historique et puis des actions en cours que je vais essayer de vous illustrer succinctement maintenant. Alors déjà pour revenir effectivement sur qu'est-ce que est EDF Hydro? Peut-être qu'on peut passer au slide suivant et même encore à celui d'après. Donc moi, je suis en charge de l'action territoriale et puis d'une réflexion prospective actuellement, mais évidemment, je travaille avec de nombreux collègues qui sont présents dans les territoires et qui sont engagés dans ces territoires et qui sont en fait qui aiment les territoires dans lesquels ils sont implantés. On a la chance d'être implantés dans des très très beaux territoires à EDF Hydro. Mais pour prendre un peu de recul, EDF Hydro, c'est à peu près 5600 salariés qui font du coup de la maintenance, de l'exploitation et de l'ingénierie sur des ouvrages hydrauliques, alors que EDF, qui est quand même l'entreprise qui est plus connue, elle comprend 170 000 collaborateurs. Donc EDF Hydro, quelque part, est tout petit à l'échelle du groupe. Mais il faut quand même rappeler que l'hydroélectricité, c'est la deuxième source de production d'électricité en France, c'est la troisième dans le monde, et que ça représente en France la moitié de l'électricité renouvelable qui est produite aujourd'hui. Et je veux préciser aussi, parce qu'on n'est pas les seuls, donc cette énergie est exploitée à 80% par EDF, mais il y a d'autres acteurs qui sont aussi des hydroélectriciens en France. On peut passer au suivant. Ça, c'est pour vous montrer un peu. Je ne vais pas lire le slide, en fait. Voilà, merci. Je voulais du coup vous préciser que, en fait, vous voyez, on a beaucoup de sites en France. On a de l'ordre de 430 centrales qui ont un âge moyen de 75 ans. Donc, en fait, on a quelque part un passif territorial avec les acteurs de nos territoires qui est vraiment une relation de longue durée. Et ce qui est le plus connu, ce n'est pas les centrales, c'est les barrages. Et en tout cas, pour les plus gros, il y en a 240 en France. Voilà, et puis un nombre très important de petits. Et ce qu'il faut bien avoir en tête sur notre métier, c'est qu'en fait, on a des installations qui sont vraiment adaptées au territoire, qui sont ouvertes. On n'est pas dans des usines dans une enceinte avec des barbelés ou quoi que ce soit, et qui sont uniques en fait. De par déjà leur construction, en fait, on a dû s'adapter à la géographie, à la géologie locale. Et puis en exploitation aussi, c'est ce que je vais essayer de vous montrer après, parce que si on va sur le Rhin, tout là-haut, on a des péniches, on a des canaux d'irrigation dans le sud, on peut faire de la neige de culture aussi avec l'eau qu'on arrive à capter et qu'on partage du coup avec d'autres acteurs dans les Alpes. Donc on a depuis longtemps en fait une forme de communauté de destin avec les territoires avec lesquels on travaille qui est importante à signaler. On peut passer à l'illustration suivante. Alors là encore, je ne vais pas lire dans le détail ce qui est à gauche. Je voudrais vraiment faire un focus sur la partie qui est à droite et sur le multi-usage. On a conscience, évidemment, depuis longtemps, puisque c'est quelque part ce qu'on utilise pour produire de l'électricité, que l'eau est un bien commun et dont les usages font l'objet d'une concertation qui est vraiment permanente. Donc l'eau des barrages, elle ne sert pas du tout uniquement à la production d'hydroélectricité, bien au contraire. Il y a évidemment la question de l'alimentation en eau potable qui a été évoquée juste avant. Il y a de la continuité au niveau de certaines activités économiques comme l'irrigation, l'industrie, le tourisme, les loisirs et la navigation. J'y reviendrai un peu plus en détail après. Et puis, il y a évidemment des questions en lien avec la préservation de la biodiversité qui sont très, très importantes. Et je n'évoque pas un sujet qui est aussi d'actualité en ce moment qui concerne le refroidissement des centrales nucléaires, qui n'est pas non plus le cadet de nos soucis. Donc évidemment, nous, on essaye de veiller en permanence à avoir une gestion de ces aménagements qui sont en concertation avec les acteurs locaux. Alors, je ne vais pas pouvoir tous les citer parce qu'ils sont très, très nombreux, mais si on veut les catégoriser, ça concerne à la fois des collectivités locales, les agences de l'eau, parce qu'en France, on est structuré avec
avec une structuration à l'échelle des grands bassins hydrographiques, et puis évidemment beaucoup d'associations, des acteurs économiques, etc. Donc on participe à ces instances de gouvernance et de gestion, qu'elles se soient au niveau national ou au niveau local de l'eau. C'est pour ça que je vous disais que je travaille avec de nombreux collègues. Je ne suis pas du tout toute seule sur ce champ-là. Et ça peut être des comités, le comité national de l'eau, des comités de bassin, des commissions locales de l'eau, etc., etc. Alors, je vais pas détailler plus ce qui est marqué dans ce slide, mais effectivement, le multi-usage de l'eau, depuis le départ, depuis l'origine de la création des barrages et des centrales hydroélectriques, ça a toujours été au cœur de notre activité. Ça n'a jamais été des choses qui ont été dissociées. Donc, ça résonne par rapport à ce qui a introduit Charles Benoît au début, qui est comment faire ensemble, parce qu'on ne peut pas faire seul. En fait, nous, on n'a jamais fait seul, on n'a jamais uniquement produit de l'hydroélectricité avec nos ouvrages. Ça a toujours été des ouvrages qui sont insérés dans un territoire avec des usages différents. Peut-être qu'on peut passer au... Ah, je vais juste dire encore un mot sur celui-là, c'est que par rapport à cette présence depuis 75 ans, on va dire, dans les territoires, il y a 10 ans, on a eu la volonté de renforcer ce lien essentiel en prenant en compte encore plus étroitement les attentes des territoires qui accueillent nos ouvrages. Et donc, en 2012, on a lancé un programme qui s'appelle Une rivière, un territoire, pour participer quelque part au co-développement des énergies dans ces territoires. Je vais le détailler dans le slide juste après. Merci. Donc, c'est ce que vous voyez qui est illustré sur la droite. C'est la mise en place progressive d'agences sur l'ensemble des massifs qui travaillent à la fois sur des questions de vitalité économique, d'emploi, qui travaillent en lien avec les entreprises et qui travaillent sur l'innovation dans les vallées. Alors, je ne peux pas vous citer tous les exemples parce que ça fait 10 ans, donc il y a de très nombreux exemples, mais on avait un acteur méditerranéen tout à l'heure, donc en tout cas, j'ai un exemple sur ce territoire-là. On a participé à un programme, évidemment, avec plusieurs entreprises et plusieurs acteurs sur le développement d'un robot subaquatique qui est un espèce de drone sous-marin, on va dire. Et puis, la partie de gauche que vous voyez là, ça illustre les initiatives qu'on a, du coup, qui concernent plus les relations étroites qu'on a dans le cadre du multi-usage de l'eau avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, comité de bassin, commission locale de l'eau, etc. Et je vais terminer là-dessus parce que je pense que je ne veux pas déborder, mais pour vous dire qu'on a, par exemple, en lien avec le tourisme, on a des acteurs qu'on appelle des hydroguides qui se déploient pendant l'été et qui nous aident à concilier du coup nos ouvrages avec l'ensemble des activités touristiques. Et l'innovation, elle continue. Par exemple, cette année, on a mis en place, on a créé le premier poste avec les fédérations de pêche du Lot et de la Corrèze, un poste qu'on appelle hydrogarde, qui est du coup quelqu'un qui va être en charge de faire du lien, de la conciliation, de la médiation entre les pêcheurs et puis l'exploitation hydroélectrique. Et je pense que je n'ai plus de temps, sauf si Yann, vous me dites que c'est le contraire, mais je voulais aussi vous parler d'un autre sujet que je vais évoquer très vite au slide suivant, qui est qu'on a aussi des métiers du type, on a 50 éclusiers qui travaillent par exemple sur le Rhin, c'est la photo que vous voyez en haut, et qui du coup opèrent toute l'année pour pouvoir faire passer les 24 000 bateaux qui vont de Bâle en Suisse jusqu'à Rotterdam, qui est le premier port européen. J'en dis pas plus et je reste à votre disposition si vous avez des questions.